Merci pour cette présentation élogieuse. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous. Et effectivement, même si c'est le distanciel, ça reste une manière de se retrouver, de se rencontrer, de se revoir pour certains amis proches, et puis peut-être d'envisager de futures collaborations bien réelles, hein. C'est certainement le but de ce workshop. Alors, mon ambition sera d'aborder ce qu'on pourrait appeler l'historicisation, hein, du patrimoine de l'immigration en France, hein, une sorte de réflexion ou d'essai de l'histoire du temps présent, hein. Alors, bien entendu, dans les 15 minutes, je serai assez rapide et bref, mais peut-être que la discussion nous portera à creuser certaines choses. D'emblée, je voudrais signaler, d'ailleurs, ça a été un élément qui a été évoqué ce matin, les jeux d'échelle. Les jeux d'échelle, puisque cette question patrimoniale que nous développons ici entre la Tunisie et la France en particulier, hein, mais au-delà, l'Europe, hein, puisque d'autres collègues viennent d'autres pays européens, c'est une question qui touche aussi bien la nation, mais qui va toucher, je vais beaucoup insister là-dessus, les territoires, hein, et aussi, in fine, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler le transnational, ou en tout cas une dimension qui nous amène à réfléchir dans un cadre qui dépasse les nations, peut-être pour alimenter notre chère Méditerranée commune à tous, hein. C'est sans doute un horizon qui est, à mon avis, tout à fait important, parce que ce que je vais évoquer, ce n'est pas simplement l'histoire de France, c'est aussi une histoire beaucoup plus large de l'Europe, de la Méditerranée, du Nord et du Sud. Euh, Peut-être aussi jusqu'à toucher une forme d'universel, hein. C'est ça qui mérite d'être développé. La France, c'est principalement constituée comme un pays dans ses discours, ses discours personnels, les discours qu'elle a développés comme un pays d'accueil, ce qu'elle n'a pas toujours été d'ailleurs, hein, mais je dirais que dans les consciences, la France a toujours été vue comme un pays d'accueil, et il est rare de voir un patrimoine de l'émigration en France. Il y en a quelques exemples, pas très loin de Nice et d'Aix, à Barcelonnette, un musée qui parle beaucoup des Français de ces vallées alpines partis au Mexique, par exemple. Mais globalement, le patrimoine de la migration en France, et c'est sans doute un problème d'ailleurs, hein, c'est justement de ne pas faire, en tout cas de faire peu de cas de ceux qui ont migré à l'extérieur, hein. Et donc, je dirais d'emblée que le patrimoine est un peu le reflet de la manière dont les nations se sont construites en termes de migration. Pays de départ, pays d'arrivée, il faut peut-être déjà dépasser ce sujet. Et en France, l'émergence du patrimoine de l'immigration, et je voudrais la dater, cette émergence, elle se situe dans un double contexte, comme je l'ai mis dans mon titre, du début des années 1980. Et je vais essayer de partager l'écran, si vous me le permettez, hein, si c'est possible. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ici? Oui, vous voyez le titre. Et donc, effectivement, vous voyez, j'ai daté dans ce titre fin des années 80, début des années 2010. On est déjà dans quelque chose qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une histoire du temps présent. Alors, pourquoi les années 80? Parce que les années 80 sont des années durant lesquelles la France voit émerger très fortement la notion de patrimoine. Je n'y reviens pas, mais c'est au cours de ces années 80 que le terme de patrimoine est un terme qui se développe, et le corollaire de la notion de patrimoine, c'est la notion de mémoire, hein. Je citerai l'ouvrage absolument incontournable que tout le monde connaît chez les historiens, Les lieux de mémoire, entreprise lancée en 1984 par Pierre Nora et toute une batterie d'historiens de cette époque. Cette notion de mémoire étant assez peu présente auparavant, et je dirais que la question de la mémoire s'est rapidement focalisée en matière historique sur deux événements majeurs du côté de la France, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, et en particulier Vichy, et la guerre d'Algérie. Et en filigrane, alors je pense notamment pour Vichy aux travaux de Henri Rousseau, et pour la guerre d'Algérie aux travaux de Benjamin Stora. Et je dirais qu'au même moment où cette question du patrimoine et de la mémoire, les journées du patrimoine se lançant au moment du gouvernement socialiste par l'égide de Jacques Lang, eh bien, c'est la question de l'immigration qui émerge au même moment, hein, comme un élément essentiel du débat public, autour de deux dimensions de cette question de l'immigration: la question des présences en France et son corollaire, la question de l'intégration. C'est le titre de notre session, intégration et réintégration, avec surtout un élément qui est nouveau en matière d'immigration, la prise en compte à partir de ces années-là, de manière très progressive, hein, de la dimension culturelle de la présence des populations migrantes en France, leur installation et leur vie quotidienne sur place, y compris un tout petit peu leur vie artistique. Et il me semble que c'est le point de départ de l'histoire que nous développons aujourd'hui, puisqu'on voit apparaître, donc, entre la fin des années 80 et le début des années 90, eh bien, ce qu'on pourrait appeler l'émergence
d'une volonté de reconnaître les présences immigrées en France par le biais du culturel et par le biais du patrimoine. C'est sans doute le travail des premiers historiens, et on a un grand collègue ici, Stéphane Mourlane, moi, Stéphane Cronenberger et nos collègues tunisiens, Ralph Shore, qui a été un de ces premiers historiens à mettre en évidence l'histoire de l'immigration comme une histoire de France, en quelque sorte. Eh bien, les historiens ont été accompagnés dans ces années-là par des militants associatifs qui se sont intéressés au patrimoine. Et je voudrais saluer ici une structure associative qui a été tout à fait pionnière dans ce domaine que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est l'association Générique. Générique, qui est une association aujourd'hui défunte, disparue, puisqu'elle a fermé ses portes en 2018. Et Générique est une association qui, la première, a voulu, au-delà d'un militantisme politique, développer la mémoire et le patrimoine. Le lien qui est fait avec la Tunisie, c'est celui qui est l'un de ses concepteurs. Ils sont deux. Driss El Yazami, un militant marocain, étudiant dans les années 70, et surtout Saïd Bouziri, grande figure, Saïd Bouziri, auquel on peut aujourd'hui se référer et saluer sa mémoire, lui décédé en 2009, qui était né à Tunis, effectivement, en 1947, et qui a été l'un des porteurs de cette première patrimonialisation de l'immigration. Et je rappelle qu'en 1987, quand Générique s'est lancé, effectivement, la première des grandes expositions sur le sujet, c'était une exposition sur la presse militante, comme vous le voyez ici dans cette affiche, au Grand Arche de la Défense, en 1987, un moment de fondateur d'une association qui a vécu 30 ans autour de cette question du patrimoine de l'immigration, développant des expositions, écrivant des brochures, développant des incitations, notamment au niveau des archives. C'est une des premières associations mémorielles qui se sont développées par la suite en France à différents niveaux. Et je dirais même que, tout à l'heure, Abdelatif en parlait dans son introduction, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, devenue en 2012 le Musée national de l'histoire de l'immigration, est une longue histoire que Générique, l'association, a portée. Donc cette institution d'État a été portée par une association de militants venus de l'immigration et des militants qui étaient souvent contestataires et qui se sont mobilisés contre les discriminations à ce moment-là. Alors, je ne vais pas faire, faute de temps, l'histoire du musée de l'immigration, mais sachez que le processus a été long, difficile et parfois même douloureux. Mais néanmoins, cette institution existe. Elle a été lancée sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin au début des années 2000 et finalement mise en forme par le président Jacques Chirac et son Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2004, ouverte en 2007, inaugurée seulement en 2014 par le président Hollande. Et je passe le fait que, comme vous le voyez sur cette image, le Musée national d'histoire de l'immigration a été construit sur un patrimoine de la colonisation, puisque c'était au moment de l'exposition coloniale, où la Tunisie figurait en tant que colonie, le musée des colonies. Donc une sorte de confusion qui, moi, me semble être aujourd'hui un apport tout à fait intéressant à cette histoire, loin de vouloir démonter ou déboulonner un certain nombre de choses autour de ce sujet. Voilà ce que c'était dans son jus originel, ce musée des colonies, dont le sculpteur était Janniot et les architectes Laprade et Joussely. Voilà un joyau d'histoire qui permet bien des interprétations et des histoires autour de la question justement de l'immigration en lien avec la colonisation. Et je dirais que ce patrimoine de l'immigration est envisagé dans un cadre national, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le Musée national de l'histoire de l'immigration. Et ce patrimoine national, on pourrait le mettre en comparaison avec d'autres structures qui existent de ci, de là, dans d'autres pays, du côté de la rive nord de l'Europe. Comment en Italie on valorise ces questions de migration? Est-ce que ce n'est pas plutôt les musées d'émigration qui sont mis en avant? Comment est-ce qu'on traite de ce sujet aux États-Unis avec le musée d'Ellis Island? Comment en Australie? Comment aussi au Maghreb ces questions sont-elles évoquées? C'est une invitation à la comparaison des institutions muséales autour de ça. Mais je passe parce qu'il faut aller vite. Et cette situation de naissance nationale d'une patrimonialisation des présences immigrées en France se complète au cours des années 2000 par des approches qui vont devenir très largement territoriales et je dirais même territorialisées. Et là, il y a un moment qui est très important. Mes collègues Stéphane Cronenberger et Stéphane Mourlane y ont participé avec moi. C'est une grande enquête qui a été menée par l'État sous la forme de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, à l'époque ACSE, devenue aujourd'hui ANCT, entre 2006 et 2008, qui a invité des équipes d'historiens dans les différentes régions de France pour y développer un rapport nourri, touffu, sur, je cite, histoire et mémoire des immigrations en région. Et pour aller vite, ce moment a été, me semble-t-il, un tournant
on pourrait même dire un tournant épistémologique, parce qu'il va révéler des territoires très en but avec la question des diversités, très en but avec la question des migrations. Et on va découvrir des lieux, on va découvrir des figures, on va découvrir des histoires très particulières autour de ces sujets, très souvent accompagnés par des structures locales, hein, notamment muséales ou associatives, qui vont faire découvrir des champs d'études, des champs de mémoire autour de ce sujet. Et je dirais même que ça renouvelle une histoire locale qui pendant longtemps était un peu décriée et qui revient sur le devant de la scène à travers la notion de territoire, et notamment travailler sur des micro-histoires est aujourd'hui devenu une forme de manière d'écrire l'histoire tout à fait indispensable à notre manière de faire, que ce soit à mon avis de part et d'autre de la Méditerranée. Ainsi, des musées régionaux, je pense au musée dauphinois du côté de Grenoble, au musée des Ducs de Bretagne à Nantes, au musée Aquitain, au musée Lorrain, au musée Savoisien, n'en jetez plus, les plupart des musées locaux se sont lancés dans des études autour des migrations dans leur territoire, accompagnés par des associations locales. On peut penser à Ancrage du côté de Marseille, qui a depuis des années largement développé ce travail, hein, proposant même des balades historiques ou mémorielles, ou à Toulouse, l'association Tactique Collectif qui lie musique festif à ces questions de mémoire. Donc, une relecture des territoires proposée avec une autre histoire qui est une histoire plus ouverte, moins localiste, moins nationale et sans doute transnationale. Et je voudrais, pour les minutes qui me restent, rentrer dans le détail et vous donner quelques exemples parce que j'avais évité pour communiquer, pour parler simplement du territoire PACA ou du côté national. Eh bien, je voudrais vous donner quelques exemples de cette redécouverte territoriale de la région PACA à travers quelques lieux qui ont été renseignés, qui ont été mis en valeur et qui sont aujourd'hui des éléments qui composent le patrimoine local. Je pense par exemple, à travers les traces qui sont laissées, à diverses de ces traces, la mosquée de Fréjus, que vous voyez ici, qui est une mosquée qui a été construite en 1930 au moment où stationnaient sur place les troupes coloniales, dans le contexte d'ailleurs de la création de la fondation de la mosquée de Paris. Nous sommes là dans la mosquée qui s'intitule la mosquée Missouri, hein, une mosquée qui est réplique à l'égal de la mosquée de Djenné au Mali. Voilà un exemple, classé monument historique en 1987. Mais aussi un deuxième exemple, le musée de la ville du petit village de Ongles, qui évoque la mémoire d'une catégorie de migrants un peu particulière que sont les Harkis, hein, dans ces départements du 04 des Alpes de Haute-Provence. Eh bien, entre 1962 et 71 sont arrivées une centaine de personnes Harkis dans un village de 200 habitants. Comment s'est passée cette rencontre? Eh bien, un musée à Ongles rappelle cette histoire et patrimonialise cette histoire. Troisième exemple, Cannes, les îles de Lérins, où ont été enterrés des prisonniers musulmans dans le château de l'île Sainte-Marguerite, hein, au moment de la défaite d'Abdelkader en 1843 et 1847, lorsqu'on a emprisonné quelques membres de l'Asmala, mais aussi au moment de la conquête de la Tunisie française. Regardez, en référence à nos collègues tunisiens, comment est-ce que des Kroumirs sont prisonniers ici à Cannes, aux îles de Lérins, après la campagne de Tunisie. Ils sont éloignés dans cette île et aujourd'hui, il en reste un cimetière musulman que les promeneurs découvrent en allant se balader sur place. Dernier exemple, quand on se balade en montagne dans les Alpes-Maritimes, on peut voir des traces de ce patrimoine venu des migrations qui nous ramène aux années 30 lorsque l'armée française construisait la ligne Maginot et se dotait de régiments de travailleurs indigènes, algériens, tunisiens, en l'occurrence ici algériens. Et quand on se balade parfois au hasard, sans que ce soit renseigné, on tombe dans pleine montagne sur ce type de traces, hein, sur les confins des frontières franco-italiennes, où quand on se rapproche, on voit qu'un monument a été érigé à la mémoire d'un tirailleur qui s'appelle Alfaoui, mort en service commandé le 25 août 1934. Et quand on va dans les archives, on se rend compte que ce soldat ouvrier, en quelque sorte, est mort en tentant de construire des fortifications tué par l'effondrement d'un échafaudage. Voilà un exemple de ce patrimoine qui doit sans doute se développer, sans doute nous montrer comment est-ce que ces richesses sont encore très importantes, elles sont peut-être encore un peu en deçà, et je suis très heureux justement qu'on en parle entre la Tunisie et la France, et peut-être pour donner un dernier exemple et rester dans les temps, pour être peut-être aussi en lien avec nos amis de Sfax, rappeler cet épisode. Alors je sors un tout petit peu de PACA, mais à peine, hein, je vais du côté de Sète, où il est question ces dernières années de la patrimonialisation d'un navire. Hein. La patrimonialisation, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un espace, ça peut être un objet. En l'occurrence ici, ça peut être une goélette, ce qu'on appelle un gangavier. Hein. Un gangavier, c'est un bateau de pêche
à l'éponge, que nos amis sfaxiens doivent très bien connaître, eh bien, ce Gangani, c'est une histoire entre la France et la Tunisie qui, justement, est en cours de patrimonialisation. Le début de cette histoire, elle se fait à Sfax en 1950, d'après une goélette italienne venue de Naples. Donc, on voit déjà la circulation méditerranéenne, hein, un bateau construit à Sfax à l'époque encore coloniale par une inspiration italienne, des pêcheurs à l'éponge, et puis avec la décolonisation, ce bateau qui était exploité par des Européens, mais aussi par des Tunisiens, eh bien, au temps de Bourguiba, fait une forme de rapatriement tel qu'on les connaît pour les populations, quitte la Tunisie en 1957, va s'installer un temps à Malte, un temps en Sicile, et puis finalement dans le port de Sète, où son accueil est très difficile, parce que les pêcheurs... Interférence sur la ligne, voilà, parce que les pêcheurs sétois, ils voient de la concurrence, et puis finalement, un bateau qui sera exploité jusqu'au début des années 80 et classé patrimoine historique en 2006. Il me semble qu'à travers ce bateau, hein, dont on a ici la trace récente et qui a été baptisé Tarzan, hein, peut-être pas le meilleur des qualificatifs, mais en tout cas, ce bateau nous montre comment est-ce que cette question de patrimoine, je dirais réservoir d'histoire, hein, en friche, est un élément très fécond pour alimenter du côté de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée des histoires transnationales qui sont tout à fait nécessaires pour envisager notre avenir. Voilà, merci beaucoup.